C'est un très grand honneur pour moi de partager mes pensées et mes observations avec vous. Merci beaucoup. Alors, le sujet de l'écologie et l'animation, il y a une question qui m'a travaillé pendant des années sur l'écologie en général et surtout sur la pollution. Comment ça se fait que nous, les humains, la race humaine, nous apprenons si lentement qu'il y a un problème avec la pollution? Parce que quand j'étais enfant à l'école, déjà, on m'a dit qu'il fallait recycler ou bien jeter au bon endroit. Et maintenant, bien plus qu'un demi-siècle plus tard, je sens qu'il y a eu du progrès, mais en fait, en général, ça m'étonne quand même à quel point nous polluons. Alors j'ai réfléchi à ça et il y a plusieurs conclusions que j'ai, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. D'abord, ça fait quand même un sacré temps que nous avons eu la coutume de polluer. Pour donner un exemple, la race humaine même, disons qu'elle existe depuis 2,5 millions d'années. Il y a des différentes opinions là-dessus, mais disons que c'est 2 millions et demi. Et si on met toute l'histoire de la race humaine sur un timeline avec d'un côté donc le début de la race humaine et un mètre plus loin le présent aujourd'hui, donc un timeline de 1 mètre. Alors au tout début, nous étions cueilleurs-chasseurs. Ensuite, on était cueilleurs-chasseurs, cueilleurs-chasseurs. Et ça continue, et ça continue. Et seulement 10 cm avant la fin, il y a l'Homo sapiens qui apparaît. On continue à être cueilleurs-chasseurs. Et pendant tout ce temps, on a pollué, mais c'était une pollution modeste. Le nombre d'humains était modeste. Donc la nature savait parfaitement gérer notre pollution et notre effet sur les écosystèmes. Donc il n'y avait pas d'effet vraiment négatif. Donc sur toute la durée, nous étions cueilleurs-chasseurs. Et seulement 2 mm avant la fin, on commençait à construire des villes. Et juste pour ce soir, je me suis dit, on a commencé à polluer sur grande échelle depuis la révolution industrielle. Et la révolution industrielle a commencé 0,1 mm avant la fin du timeline. C'est seulement à ce moment-là qu'on commence tout juste à dire, en fait, on doit changer nos habitudes. Et pendant tout ce temps, on était conditionnés de jeter librement, de changer les écosystèmes autour de nous librement, sans aucun souci. Donc, on a pendant très longtemps appris des mauvaises habitudes et on doit soudainement changer. Ensuite, il y a un autre élément hyper visible, c'est que le chauffement du climat et le changement de l'écologie planétaire est extrêmement anxiogène. C'est terrifiant. Si vraiment on se renseigne un peu, c'est terrifiant. Donc, quelle est notre réaction naturelle? Pour une partie, pas entièrement, mais pour une partie, on se dit, c'est trop, je ne vais pas savoir, je veux aussi vivre. C'est une réaction très naturelle pour l'être humain, et je dirais même saine. Seulement, ce serait bien de le rendre plus conscient. Si on se fait de soucis pour ce qui se passe autour de nous, dans la nature autour de nous, de consciemment choisir des moments où on se dit j'aime la vie, j'aime l'existence, j'aime la nature. C'est fou ce que c'est beau d'être vivant, des choses comme ça, juste pour se rappeler qu'on a aussi ça comme perspective sur la vie, qu'on apprécie la vie à fond et que ce soit des petits détails ou sur grande échelle. Et ensuite, on peut se renseigner sur les choses vraiment effrayantes qui se passent et on peut apprécier les deux, parce que si on n'apprécie pas la beauté de la vie, on devient des boules de nerfs et on survit pas, on vit pas longtemps. L'autre chose qui est évidente aussi, c'est qu'on a tendance comme être humain de se faire plus de soucis qui sont tout près de nous que des grands désastres qui se passent très loin, à l'autre côté de la Terre. On lit la presse et on dit « Ah oui, c'est triste, c'est affreux » et ensuite on continue la vie quotidienne. C'est aussi une réaction naturelle qui est évidente. Alors quelquefois on dit « D'accord, je lis qu'il y a des glacières qui fondent, qu'il y a des inondations
plus grande que jamais, etc., etc. Mais soyons francs, la presse est dramatique et la presse est négative, se concentre sur les grands drames et les grands horreurs. Il faut tenir ça en compte du fait que la presse déforme la réalité. Oui, la presse est négative. Pourquoi? Parce que même si nous, comme individus, on poursuit le bonheur ou la paix ou l'amour, on est super intéressé dans tout ce qui ne marche pas bien. Ça nous dit quelque chose. On veut apprendre de ça. Donc, il y a une tendance naturelle à être plus intéressé dans les mauvaises nouvelles que les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles sont souvent très vite vues. Tout va bien. Les mauvaises nouvelles, on veut savoir les détails. Donc, une fois de plus, c'est une réaction naturelle et la réponse est effectivement, c'est juste... Avec le temps, on voit très vite quels journalistes ont plus d'intégrité et racontent plus les choses comme ils sont vraiment et n'inventent pas des histoires. Ensuite, il y a aussi un élément qu'il y a beaucoup de personnes sur cette planète qui ne peuvent pas voir la conscience écologique comme priorité parce qu'ils sont pauvres, ils ont faim, ils sont dans une situation dangereuse à cause d'une guerre. Ou simplement ils ne sont pas éduqués sur le sujet. J'en ai rencontré, naturellement ici c'est différent, mais dans d'autres pays. Donc il y a des gens qui savent, qui sont concentrés sur autre chose dans la vie. Et finalement, il ne faut pas nier qu'il y a des gens qui nient le chauffement climatique ou qui sont sceptiques. Il y en a beaucoup. Et... moi, donc je vois qu'il y a deux groupes. Il y a des groupes qui se font authentiquement de soucis pour le réchauffement climatique, pour la pollution, pour la destruction des écosystèmes, etc., toute la liste, et qui trouvent qu'une des grandes causes de tout ça, c'est la race humaine. Il y en a d'autres qui disent, moi, je ne le vois pas comme ça. Soit ils veulent carrément nier qu'il y a vraiment des problèmes, ils disent etc., ils ne prennent pas au sérieux, ou ils disent oui, j'entends bien qu'il y a des glacières qui fondent et je vois bien que ceci a changé, cela a changé, mais je ne crois pas que c'est la race humaine qui est vraiment la raison de tout ça. Donc ils nient pas le réchauffement climatique, mais ils nient l'effet humain sur l'écologie de la planète. Ces deux groupes. Moi, je fais partie de la première groupe que j'ai mentionné. Moi, je crois que la race humaine a une responsabilité là, mais visiblement, il y a beaucoup de colère entre ces deux groupes. On peut, que ce soit quelqu'un de proche, même quelqu'un de notre famille, ou dans la presse, etc., ou des mouvements politiques, il y a beaucoup de colère entre ces deux groupes. Chaque groupe veut avoir raison. Ce qui est effectivement aussi très naturel, et cette colère est même essentielle. Il y a un nouveau sujet qui s'est réveillé, mais la colère, c'est phase 1, phase numéro 1, c'est la première réaction. Idéalement, ça c'est mon avis, phase 2, c'est l'écoute. Je trouve que, disons les personnes de mon groupe qui se font vraiment de soucis et qui croient que la race humaine a une influence sur le chauffement, on doit les écouter, ceux-là. Et donc je l'ai fait, je parle d'expérience, c'est pas agréable, mais il y a des gens très sincères, des scientifiques, qui en parlent très clairement pourquoi ils ne croient pas que c'est l'être humain qui est la cause. Et il y a des sites web, c'est pas juste quelqu'un qui n'a pas réfléchi, c'est des gens qui ont fait leurs recherches, qui ont bien réfléchi. Il faut les écouter inconditionnellement. Il ne faut pas dire « je vous écoute » à condition que vous m'écoutez. Non, juste écouter. Et évidemment, ça ne veut pas dire pas du tout dire qu'on doit être en accord avec eux ou contre eux ou qu'on doit prendre position, juste écouter. C'est mon avis parce que je vois aussi dans d'autres situations de colère. Je crois que le pas suivant après l'écoute sera probablement, et j'espère, sera probablement plus clair une fois qu'on les écoute. Moi, ça m'a ouvert les yeux de voir quelle est la motivation des gens qui nient l'influence humaine. Et j'aimerais qu'il y ait un peu plus de ça. Quelqu'un de proche de moi a dit, moi j'ai une autre perspective là-dessus. Les gens qui nient que l'espèce humaine a une influence sur le chauffement,
tôt ou tard, ils vont voir qu'ils ont tort et ils vont disparaître. Donc, il faut juste les ignorer. Et quelque part, j'aimerais qu'il ait raison. J'aimerais être en accord avec lui. Et peut-être qu'il a raison. Le temps va nous dire. Moi, je ne peux pas croire ce qu'il a dit. Moi, je crois qu'il y a des gens qui restent très ancrés, moi compris, ancrés dans nos opinions, et que le dialogue est vraiment le pas le plus responsable vers un progrès sur ce domaine-là. Merci, je voulais juste dire ça. Alors, l'écologie, je vais juste être clair. La conscience écologique, moi je dirais tout simplement que c'est un profond respect pour la nature. Point. Et on peut aussi ajouter la conscience écologique est la compréhension que, ultimement, tout est connecté dans la nature, que les choses ne sont pas isolées. Donc c'est deux choses, mais surtout la première. Et pour donner un petit exemple, quand on fait un long métrage, les producteurs demandent toujours, au tout début, ils demandent au réalisateur, écrivez une lettre de motivation. C'est simplement un petit texte qui dit très clairement pourquoi le réalisateur veut faire le film. Quelle est son ambition, quelle est sa vision, etc. Et c'était le cas avec moi, donc avec Le Moine et le Poisson, et j'ai donné 3 raisons pourquoi je voulais faire le film. Et une des raisons, j'expliquais, c'était mon profond respect pour la nature. Et je voulais explorer si je pouvais, d'une manière ou l'autre, traduire ça dans un film sans faire le documentaire sur la nature qui dit regardez ces jolies plantes, regardez ces lapins mignons, regardez ces magnifiques volcans. Non, juste de l'intégrer de façon plus subtile dans l'histoire. Le mot anglais, c'était, je l'ai écrit en 2 langues, mais le mot anglais, c'est AWE, qui est pas juste un respect, c'est une sorte de... On est presque intimidé par c'est un peu plus que respect. Mais bon, un profond respect pour la nature. Donc, je vois que la conscience écologique comme telle. Pour ce soir, je crois qu'il y a 3 perspectives sur le sujet, écologie et animation. Et j'aimerais partager tous les 3 avec vous. Le premier, c'est la fabrication éco-responsable d'un film d'animation. Donc l'écologie dans la fabrication. Le second sujet, c'est le contenu du film, l'histoire. Donc à quel point l'histoire a un message qui correspond avec la conscience écologique. Et là, il y a une 3e raison que je vais vous expliquer dans un moment, c'est plus subtil. Mais pour revenir à la première, la fabrication éco-responsable est un sujet très complexe parce que l'écologie est complexe, l'animation a beaucoup de facettes différentes, comme ce séjour le montre bien. Ce n'est pas juste un sujet où on peut juste avoir une formule parfaite. Il faut faire beaucoup de recherches. Et j'ai une bonne nouvelle. En France, il y a un texte qui est apparu l'année dernière qui s'appelle le guide de l'animation éco-responsable. Si vous ne le connaissez pas, comme vous pouvez voir sur l'écran, vous pouvez l'obtenir gratuitement. Elle a été créée par EcoProd et la Cartouche Verte. C'est le texte même, le PDF même explique qui sont EcoProd et la Cartouche Verte. C'est assez complet. Ça ne peut pas être complet parce que c'est un sujet vivant qui évolue, mais c'est assez complet, c'est assez étonnant. Et par exemple, juste pour donner un exemple, le texte parle de la qualité de la pollution de l'air dans les locaux et les bureaux. Elle parle de la tendance à avoir un écran d'une résolution toujours plus haute, quand beaucoup de productions vont de 4K ou 8K. Elle parle de produits dérivés, etc. Elle parle de beaucoup d'aspects différents, et donc c'est intéressant pour les personnes créatives comme moi et les producteurs et tous les autres métiers qui sont autour d'une production. Je peux fortement vous recommander. Maintenant, le contenu. Pardon, je montrerai dans un moment. Le contenu, alors, il y a pas mal de films depuis plus qu'un demi-siècle qui ont un message écologique implicite ou explicite. Et
Là aussi, je peux recommander un texte très simple, mais vraiment bien, écrit par Xavier Cavazos-Port dans le Blinkplank numéro 2 de 2020, où il y a un grand article qui mentionne un tas de films qui ont un message écologique, écrit très, très clairement. Blinkplank, vous connaissez. Oui, mais j'ai rencontré quelqu'un qui ne connaissait pas. Ça arrive encore. Je n'ai pas fait des études sur les revues de toute la planète, mais à mon opinion, c'est la meilleure revue en France et sur toute la planète sur le sujet de l'animation, surtout l'animation plutôt explorative, artistique, l'animation qui nous intéresse. Je dois encore juste dire une chose sur d'écrire une histoire avec un message écologique. Il y a beaucoup de réalisateurs qui sont écrivains qui n'aiment pas écrire une histoire qui dit un message très clair, très direct, très simple. Pour utiliser un mot négatif, ils n'aiment pas prêcher. Et moi, je suis un de ces réalisateurs et je ne suis absolument pas unique. Pourquoi ? J'ai beaucoup regardé ça parce que j'ai essayé. J'ai dit, j'aimerais faire un film vraiment qui dit très clairement un message. J'en ai parlé pendant des heures avec une productrice à Paris. On a parlé de l'eau potable, on a parlé de la quantité de sable qu'on utilise pour le béton. Naturellement, je réfléchis sans cesse aux animaux et aux autres créatures et les plantes. Et c'est exclu. Je ne peux pas. Simplement, je ne peux pas. Alors, la meilleure réponse que je peux donner à ça, c'est qu'on travaille sur un autre niveau, les écrivains, les raconteurs d'histoires dans l'animation. On est très conscient de la complexité de la vie, de l'ambiguïté de la vie, le mystère de la vie, et on veut plutôt travailler sur ce niveau-là. On travaille avec le langage métaphorique, symbolique, plutôt que des messages verbaux. Et pour être très précis, parce que pour moi, il y a un concept qui me parle beaucoup, c'est l'inconscient. Moi, je trouve qu'on essaye plus d'entrer dans l'inconscient et d'explorer ça, et d'une manière très, très mystérieuse, pouvoir rendre l'inconscient conscient. Pour moi, ça me motive tellement que c'est la raison pourquoi je suis réalisateur. Donc, juste pour dire que ce n'est pas juste une sorte de petite préférence, je ne pourrais pas faire un film autrement s'il n'y a pas ça. Au tout début de ma carrière, au tout début de notre carrière, on veut souvent faire un peu ceci, faire un peu de cela, parce qu'on explore encore. Mais très vite, après, disons, 5-10 ans, j'ai fait beaucoup de pubs à l'époque, etc. Mais très vite, j'ai réalisé, maintenant, je veux faire autre chose. Je vais aller dans ce qui est plus difficile à exprimer et plus beau si ça marche. Et ça peut, évidemment, je ne l'idéalise pas, ça peut très bien être clair, pas clair, confus, etc. Donc, ce n'est pas une approche facile. Mais d'entrer dans l'inconscient, j'irai même plus loin. Il y a l'inconscient personnel, ça c'est déjà très intéressant, ça résonne avec beaucoup de spectateurs. L'inconscient collectif, encore plus, mais c'est déjà plus mystérieux. Et là, c'est vraiment les symboles qui parlent plus que jamais. Et c'est déjà, je crois qu'il y a quasiment rien de plus beau pour un créateur de pouvoir accéder à l'inconscient collectif et d'une manière ou l'autre rendre ça visible, d'une manière ou l'autre. Un tout petit peu, pas des grands trucs, mais déjà un tout petit peu, c'est déjà bien. Il y a, dans mon expérience, il y a un aspect de l'inconscient qui va encore plus profondément que l'inconscient collectif. Et je n'ai pas vraiment de nom pour ça. J'ai entendu quelques noms, mais je n'ai pas vraiment un nom très clair pour ça, parce que c'est tellement fin et tellement pur et tellement éphémère ou difficile à approcher que je ne peux pas vraiment l'utiliser, cette perspective, dans mon travail. Je dois juste espérer que tant que je sais qu'il y a quelque chose encore plus profond, que ça se sent dans mon travail, et si ça ne se sent pas, je peux juste espérer. C'est tout ce que je peux dire, c'est un grand sujet, mais juste pour vous dire à quel point ça nous fascine, beaucoup de réalisateurs, ça nous fascine. Même ceux qui ne parlent jamais de l'inconscient, parce que c'est juste une perspective, un concept qui me parle beaucoup.
Alors, j'ai dit que beaucoup de gens, moi compris, on n'arrive pas à donner un message super clair. On veut travailler plus subtilement, plus indirectement, etc. Mais il y a des magnifiques, magnifiques exceptions, évidemment, parce que je veux pas, je généralise, je ne veux pas dire qu'il y a des règles très précises. Il y a des magnifiques exceptions, et la meilleure exception que je peux mentionner, c'est ce film-là, que j'espère que vous connaissez tous. S'il y en a parmi vous qui ne l'ont pas encore vu, s'il vous plaît, essayez de le voir, c'est un grand classique. C'est un film fait par Frédéric Bach, qui était français, qui est devenu canadien. Il ne vit plus maintenant. Il a fait le film au Canada. Et le film est sorti en 87 et dure une demi-heure. Elle est basée sur un livre connu de Jean Giono qui avait le même nom. Et ça se passe donc dans le sud-est, l'histoire se passe dans le sud-est de la France, mais c'est un thème universel. Il n'y a pas de dialogue, mais le voix off raconte l'histoire assez fidèle au livre, qui est dans la version française, c'est le voix off de Philippe Noiret. C'est pour ça que son nom est là-dessus. Et la version anglophone est de parler de Donald Sutherland. Pour moi, depuis qu'il est sorti, c'est un de mes films favoris de tout temps, et je sens qu'il sera toujours. Parce qu'il dit très, très clairement une histoire super simple, super beau, qui nous rend plus conscients de l'importance, la capacité qu'on a de faire une différence sur le plan écologique. En plus, l'animation est élégante, le design et l'animation sont élégants, sont mûrs, sont très, très bien faits, presque tout par Frédéric Bach lui-même. La musique est magnifique de Normand Roger, est très appropriée pour le film. Et Frédéric Bach a utilisé une technique qui est connue, mais qu'on n'utilise pas souvent. Il utilise à peine de coupe pour raconter une histoire. Il fait des fondus enchaînés. Ça veut dire qu'une image se transforme lentement dans l'autre. Bon, relativement lentement, en fait, c'est assez vite. Et ça donne une douceur et une fluidité au narratif qui, si on le fait bien, est très, très efficace et très, très agréable aussi à suivre, si on le fait bien. Donc ça, c'est sa technique qu'il a utilisée dans le film. Avant ce film, il a fait un film qui avait aussi un message assez proche de la conscience écologique, et à la suite de ce film aussi, un film qui s'appelle Le fleuve aux grands eaux, qui est sorti en 1993, qui dure 24 minutes, et avec la voix off de Paul Hébert. Et c'est un film qui parle de le fleuve du Canada, le Saint-Laurent, et c'est également un film magnifique. Il y a un autre exemple que je vais vous montrer d'une œuvre qui est très claire et très didactique. Ah, ça, c'est encore une image du film, L'homme qui plantait des arbres. Et l'autre œuvre que je vais vous montrer, c'est ça. Si vous ne le connaissez pas, c'est un film qui est bourré d'informations, très intéressantes, très, très dur. Ce n'est pas un livre confortable sur les problèmes qu'on a maintenant sur la planète. C'est un livre, ce n'est pas un film. Pourtant, je l'ai choisi parce que, évidemment, les BD et l'animation sont cousins, et c'est quand même un très, très bon exemple d'une œuvre qui est didactique, qui lève le doigt, qui dit « Est-ce que vous réalisez que… » Et c'est honnête, c'est clair, donc moi, je n'ai aucun problème à lire ce livre, au contraire. Le dessinateur est blanc, et l'auteur, les deux sont auteurs, mais l'auteur principal est Jean-Marc Jancovici. En fait, dans le domaine des BD, je vois qu'il y a pas mal de livres qui touchent le sujet de conscience écologique de façon très bien. Les BD sont un peu plus capables de donner beaucoup d'informations, beaucoup, parce que le lecteur peut choisir à quel moment il y a trop d'informations, arrêter, ralentir, reculer un moment pour vérifier, tandis qu'avec un film, le spectateur est obligé de suivre évidemment le timing du réalisateur et son équipe qui ont fait le film. Et donc, c'est la responsabilité du réalisateur que le timing et le temps, la durée, etc. marchent très bien. L'avantage de cette approche, c'est qu'on peut ajouter de la musique qui marche aussi sur le temps.
Alors, ça c'est le contenu. Maintenant, le troisième sujet qui est plus subtil et en fait c'est qui me passionne encore plus, si ce n'est pas déjà beaucoup pour les deux autres. D'abord, j'aimerais juste dire, est-ce que l'animation est de l'art pur? On peut dire très généralement, parce qu'il y a tellement de différences dans les différents genres, mais est-ce que c'est de l'art pur? Moi, je dirais que non. Moi, je dirais que c'est une dynamique entre, d'une part, l'art et d'autre part, le divertissement, entertainment. Et alors, je veux dire quelque chose sur entertainment. S'il y a une différence, c'est que l'art explore à la base. L'art va dans l'inconnu. L'art vient d'un point très personnel, souvent. Naturellement, c'est une énorme généralisation, mais très généralement, l'art part d'un point personnel, un point profond, si vous voulez, et veut voir où on peut aller, veut explorer. Le divertissement a plutôt le but de plaire au public et le faire bien, et complètement prendre le public et dire maintenant, oubliez tout, je vais vous divertir. Je vois ça comme différence, et évidemment, les deux sont tellement mélangés souvent qu'on ne voit pas la différence. Mais en fait, il y a des différences très nettes. Le divertissement, oui, c'est littéralement, il nous donne l'occasion d'oublier nos soucis, nos peurs, nos angoisses, nos responsabilités, mais complètement oublier, et pendant un moment, relaxer, écouter une très belle musique, voir un magnifique spectacle. Vous voyez ce que je veux dire. En fait, le divertissement nous relaxe. Et sans divertissement, on ne peut pas vivre. On ne peut simplement pas vivre. On en a trop besoin pour faire face à la vie qui a des conflits et des dangers permanents. Donc, moi, j'ai un énorme respect pour le divertissement, évidemment, aussi parce que j'ai l'honneur d'essayer de faire la même chose, de faire rire quelqu'un, etc. C'est essentiel. Mais pourquoi? Quel est le lien avec le divertissement et l'écologie? Bon, c'est très simple. La conscience écologique implique qu'on n'est pas toujours confortable, implique qu'on doit faire des choix qui ne sont pas toujours faciles, qu'on doit réévaluer nos valeurs. Et c'est pas facile. Donc on doit prendre des décisions importantes quelquefois avec l'écologie. Et soyons francs, on peut seulement prendre des bonnes décisions quand on est un peu relax, quand on est rongé par les soucis ou quand on est tout tendu par la peur. Récemment, j'ai fait une promenade avec une amie qui est littéralement ça. Elle est tendue sans arrêt, elle se fait trop de soucis pour l'état de la planète. Et on ne peut pas vraiment prendre les meilleures décisions dans cet état. Donc le divertissement, l'entertainment nous aide à être un peu plus capable de faire face à la conscience écologique et les implications. L'art, c'est autre chose. Comme j'ai dit, l'art explore. Et pour mieux vous expliquer, j'ai une petite démonstration avec quelques images que j'aimerais partager avec vous. Je vais parler du rythme. Le rythme, très en général. Pas un rythme qu'on voit, pas un rythme qu'on entend, mais le rythme très en général. Et rythme, c'est donc une répétition. Ce n'est pas nécessairement une répétition régulière, mais c'est quelque chose qu'on retrouve. C'est un pattern aussi. Et les rythmes, ça inclut les accélérations, les ralentissements, soit une similarité au chaos, mais il n'y a pas de chaos, c'est pas vraiment chaotique. Et voici un petit exemple, tout banal, tout évident, d'un magnifique exemple de rythme. C'est un morceau de sapin russe, c'est la table chez moi à la maison. Là, c'est déjà moins évident, mais je trouve tout aussi important. Une image d'une scène près de chez moi, et il y a un rythme dans la position des branches. Alors, pour les photographes, c'est une chose, mais un dessinateur est très conscient de ça. Peut-être que le dessinateur, il ou elle, ne dira pas le mot rythme, mais joue avec absolument sans hésitation, joue avec la clarté du rythme, à quel point ça doit être clair ou justement pas trop clair, etc.
Là, pour moi, c'est un exemple d'un rythme simplement dans les 4 palmiers. Il y a un rythme tout simple de 4 choses qui se répètent. Aussi ailleurs dans l'image, mais surtout les palmiers. C'était dans la mer Indienne, c'était une côte tropicale. Là, c'est clair, le rythme des vagues, comme on connaît tellement bien, c'est très présent dans notre vie. C'est une eau-forte de Escher, Moritz Escher. Il y a des millions d'images de la mer, mais j'aime beaucoup celui-là. Alors là, je suis sûr que quelqu'un me dira, oui, j'aime bien les rythmes, mais j'aime bien le chaos. Par exemple, les nuages, là, c'est chaotique. Non, un dessinateur dira, non, c'est pas chaotique. Si on veut faire quelque chose de vraiment chaotique, de vraiment complètement sans pattern, sans rythme, sans répétition, on ferait quelque chose d'autre, on ne ferait pas ça. Il y a un feeling de rythme dans les nuages aussi. Bon, là, je n'ai rien à ajouter, c'est une expression extrême de rythme. Magnifique, c'est le toit d'une mosquée en Isfahan. Là, c'est peut-être pas évident. J'aimerais me concentrer sur la peinture de Kazimir Malevich. Et le cadre est intéressant, mais ce n'est pas vraiment du cadre que je parle. Donc la peinture, c'est un carré noir sur un fond blanc. Elle a plus qu'un siècle, il en a fait plusieurs, donc il n'y a pas une date précise. Mais c'est Malevich il était un peu polonais, il était de Kiev et il était russe aussi, je veux dire plus au nord de l'Ukraine. Donc il était de cette région. Et cette peinture, peut-être certains d'entre vous le connaissez très bien parce que c'est un des tout premiers peintures d'art complètement abstraite. Elle était donc presque choquante à l'époque. Moi, je l'ai choisi plus parce que même dans quelque chose d'aussi simple que ça, aussi simple et pur, il y a un rythme très simple. C'est un rythme de la répétition des 4 côtés de la peinture, ou les 4 coins, si vous voulez. Ce n'est pas une peinture qui a une forme complètement organique, floue. Non, c'est une peinture qui est très, très affectée par le fait que c'est un carré ou un rectangle. Ça revient au même. Et un dessinateur ou un peintre, une fois de plus, doit le dire, sait ça très bien et aussi explore ça, travaille avec ça. Et évidemment, c'est tout différent si la peinture avait été ronde et une forme noire ronde sur un fond rond ou triangulaire ou une autre forme. Non, il a choisi ça. C'est un choix très, très classique. Les fenêtres, tous les écrans, nos téléphones, tous les écrans sont carrés ou rectangulaires. Les photos, les magazines, les livres, etc. C'est une forme qui nous plaît profondément parce qu'elle est stable, elle nous donne le maximum d'informations et c'est très simple et stable. Je crois que c'est ça la raison. Donc, même là, il y a un rythme avec lequel on tient compte quand on est créatif. Même si la personne ne le dit pas, mais la personne le sent intuitivement. Ça, c'est une illustration d'un dessinateur que j'adore, qui ne vit plus. Il est de Shanghai originalement, et il était célèbre en Chine. Et le seul autre pays, je crois, le seul autre pays où il est célèbre, c'est la France, parce que 2 livres avec ses images, avec ses dessins, ont été publiés en France. On ne peut plus les trouver, ça manque d'occasion. Évidemment, j'ai les 2 livres et je les regarde souvent juste pour le bonheur de voir ces magnifiques dessins. Donc j'ai choisi parce que je le trouve beau, mais la vraie raison, c'est qu'il y a 2 types. Un qui a des habits fripés et l'autre qui a des habits, un manteau tout droit, et c'est super évident. Alors là, il a réussi à passer l'information sur la différence entre les 2 types. Mais il y a quelque chose d'autre. Il y a une certaine élégance dans le rythme des plis du type qui est assis. Voilà, c'est tout. Il ne fait pas n'importe quoi, le dessinateur. Il veut donner une certaine qualité de pli, mais il veut aussi dire il y a une beauté là-dedans. Il y a des rythmes ailleurs dans l'image aussi, mais je voulais juste mentionner le manteau et le pantalon. C'est un long métrage, prix du réel, qui s'appelle Markéta Lazarova,
de Tchécoslovaquie, je ne me rappelle plus l'année, début, je crois les années 50, excusez-moi. C'est une image que j'ai choisie consciemment parce qu'on voit des femmes habillées en noir qui montent une colline. C'est même pas long comme plan. Et elles montent la colline, on devine vers l'église. Peut-être que j'ai tort. Peut-être que le réalisateur a juste dit à un groupe de femmes, maintenant montez cette colline. Très bien. OK, on filme, très bien. Mais je devine que ce n'était pas comme ça que ça s'est passé, qu'il était conscient qu'il y a une certaine composition des femmes. Elles ne marchent pas l'une derrière l'autre, elles marchent de façon un peu... Il y a la composition un peu organique, mais c'est très, très bien choisi comme composition, la composition des personnes. Moi, je veux dire, pour des dessinateurs comme moi, c'est un vrai souci, ça doit être vraiment parfait. Mais c'est quoi parfait? On ne sait pas, on sait quand c'est parfait. Et là, je trouve parfait cette composition des personnes. Et une fois de plus, je dirais, il y a un rythme unique là, qui plaît aux yeux, qui est agréable pour le spectateur. On espère. Tout autre sujet, BD, de Guy Delisle, qui est canadien mais qui habite depuis très longtemps en France, et s'appelle L'Otage. Non, pardon, s'appelle S'enfuir, Hostage en anglais. C'est un grand dessinateur de BD, et là, il a décrit une histoire qui s'est vraiment passée. C'est un Français qui est allé dans la région tout au sud de la Russie, et une fois de plus, excusez-moi si j'ai oublié le nom exact de la région, mais bon, c'est une région en conflit, et il a été là pour aider des compatriotes de Médecins sans frontières. Et très vite après son arrivée là, une nuit, on lui sort de son lit. Il y a des types qui lui sortent de son lit et qui les prennent en otage et qui l'enferment dans une pièce. C'est ce que vous voyez là. Alors, pendant un jour, il se dit « Oh, mais c'est affreux, j'ai peur de ça, mais mes camarades vont me trouver, il y aura peut-être un échange d'argent ou je ne sais pas quoi. » Après le deuxième jour, toujours, et plus que les jours passent, plus il réalise qu'il y a une possibilité qu'on ne va jamais le trouver, qu'il n'y aura pas de négociation ou pour une autre raison. Alors, il vit... Donc, c'est un type qui a vraiment vécu. C'est une vraie histoire. Et donc, il vit dans deux émotions. L'ennui total, parce qu'il est seul dans une chambre, enchaîné à un radiateur, et dans une sorte de souci et angoisse permanent. Et tout le livre parle presque quasiment de ça. Elle raconte le début de l'histoire, évidemment, et il y a une fin que je ne vais pas vous raconter, mais la grande partie du livre, on voit un type seul dans une chambre qui s'ennuie. Alors, théoriquement, ça devrait faire un livre très ennuyeux, parce qu'on s'ennuie avec lui. Moi, je trouve l'histoire tellement bien racontée que je l'ai lu d'un coup. Je ne pouvais pas m'arrêter. Parce que le dessinateur, il sait que quand on joue avec les rythmes, naturellement, il y a des textes, et il y a des pensées, etc. Mais si on joue bien avec les rythmes, on garde l'attention du lecteur. Ça, c'est une peinture, excusez-moi, j'ai oublié le nom, Zinelli, oui, c'est ça. Ça se classifie dans une branche de l'art qui s'appelle l'art brut ou outsider art. Donc l'art brut, ce sont des artistes, hommes et femmes, dans tous les pays au monde, qui sont vraiment très marginales de la société, soit parce qu'ils sont très excentriques, mais vraiment très en dehors de la société, soit parce qu'ils ont des difficultés mentales, ils sont peut-être même dans une institution où ils vivent encore avec leurs parents. Bref, c'est des gens souvent qui n'ont même pas été aux Beaux-Arts, c'est des gens qui ne vont pas aux galeries, aux expositions, ils s'en foutent du marché de l'art et ce qui se passe dans le monde, ils veulent juste créer, ils doivent créer, c'est malgré eux presque. Et donc il y a des illustrateurs, des peintres, et beaucoup d'entre eux utilisent des matériaux très primitifs. Le papier qu'on utilise pour couvrir le mur, même, je crois même dans un cas le papier toilette, parce qu'ils doivent créer et ils utilisent n'importe quel moyen. Il y a aussi des sculpteurs. Souvent, ils ont une peur, une insécurité naturelle parce qu'ils n'ont pas leur place dans la société. Donc, il y a beaucoup d'émotions dans
dans leur art. Il y a aussi beaucoup d'art qui se concentre beaucoup sur la sécurité du centre. Il y a une sorte de centre très stable, j'ai remarqué. J'étais seulement dans 2 musées, mais ça m'a frappé. Et là, j'ai choisi cette image parce que je la trouve superbe. Et c'est évident qu'il y a un élément de rythme, il y a quelque chose avec le numéro 4. Et s'il y en a parmi vous, peut-être les étudiants, qui ne connaissent pas cette branche de l'art, Outsider Art, art brut, s'il vous plaît, examinez-le parce que c'est superbe ce qu'on voit. Il y a des images absolument incroyables parce que c'est authentique, ils sont juste eux-mêmes. Ça, c'est un groupe de danse de ballet, English National Ballet. Et c'était sur scène à Glastonbury. Le chorégraphe s'appelle Akram Khan. Il est anglais, de parents de Bangladesh. Et c'est, à mon avis, un des tout grands chorégraphes sur la planète. J'ai pas été là, c'est pas moi qui ai pris la photo, je l'ai trouvée sur Internet, mais j'habite à Londres et j'ai la chance de chaque fois quand il y a quelque chose de le voir au moins une fois, si possible 2 fois. Récemment, c'était Gisèle qui est sortie il y a quelques années, qui est ressortie cette année. Bon, bref, là, vous voyez immédiatement pourquoi je l'ai choisi pour le rythme. Ça, c'est un rythme instantané. Vous voyez tout de suite le rythme, instantanément. Mais ce sont des danseurs, donc en réalité, ils bougent tout le temps. Donc il y a aussi un rythme qui est basé dans le temps. Donc il y a 2 rythmes, le rythme qu'on voit instantanément et le rythme qu'on voit seulement avec le temps qui passe. Si je veux être très précis, le rythme qu'on voit instantanément a aussi besoin d'un temps, d'une fraction d'une seconde. Mais disons qu'il y a une énorme différence entre ça. Avec une fraction de seconde, on voit une chose, mais graduellement, avec le temps, comme avec la musique, on s'aperçoit d'autres rythmes. Alors, les 2 rythmes peuvent se mettre en valeur. Idéalement, l'artiste, le chorégraphe, c'est ça et joue avec ça. Ceux qui travaillent dans le cinéma d'animation savent très bien ça, qu'il y a plusieurs rythmes et l'un peut tuer l'autre ou mettre en valeur l'autre ou créer une sorte de bizarre contradiction qui nous réveille, etc. Ça, c'est une image de notre film La Tortue Rouge et c'est un moment dans l'histoire assez avancé dans l'histoire, disons. On a vu 3/4 du film, où ce jeune homme marche seul la nuit dans la claire lune dans la nature, sur une île déserte tropicale. Il cogite. Il n'est pas émotionnel, il est assez calme, il réfléchit sur des choses. Quand on voit le film, j'espère que ça devient évident plus ou moins sur quoi il réfléchit. Il regarde autour de lui le paysage plus ou moins familier et il pense à son avenir proche. Et il y a une petite musique tout tranquille qui joue à ce moment-là, tout doux, avec un rythme très tranquille. Parce que le but là, c'est que c'est un moment paisible, c'est un moment tranquille. Et visuellement, on a accentué ça, c'est tout banal, mais je le mentionne, en créant un rythme avec ces arbres de bambou. Officiellement, le bambou n'est pas un arbre, c'est une herbe, mais parce qu'ils sont si grands, j'appelle ça des arbres. Il y a un rythme avec les arbres de bambou qui est confortable, qui est clair, qui ne défie pas, qui soutiennent un peu l'ambiance tranquille. Et donc, pareil pour les ombres des arbres qui est par terre. Donc, voilà un exemple où le rythme est utilisé pour jouer avec une émotion. Et encore une image qui m'a beaucoup frappé, bon, pas l'image, mais l'objet, c'est un gong dans un monastère bouddhiste à Kyoto. Et donc il y a le marteau en bois à côté, et le prêtre tape avec le marteau sur le centre du morceau de bois. Peut-être c'est du cèdre, je ne suis pas sûr. Et j'aime beaucoup le fait qu'il a fait si souvent qu'il y a une partie qui est complètement usée au centre. En fait, je me suis dit, si le monastère décide de le mettre en vente, ce morceau de bois, il y aura quelque part il y aura des acheteurs qui seraient prêts à payer une fortune parce que c'est spécial. Mais bon, c'est pas à vendre. Bon, j'ai pas demandé, mais je crois pas. C'est un gong pour avertir les gens du monastère qu'il y aura un service bientôt.
Ce qui est chouette au Japon, c'est que beaucoup de monastères bouddhistes, à Kyoto par exemple, nous, comme touristes, on peut loger là. C'est comme un bed and breakfast. On n'a pas besoin d'être bouddhiste, on n'a pas besoin d'être converti ou de suivre des rituels. On n'a pas besoin d'aller à la service non plus. On doit juste être respectueux naturellement de la paix de l'endroit et de la beauté de l'endroit. Il y a souvent un très joli jardin aussi. On dort par terre, sur les tatamis, sur les futons. Et si on veut, on peut participer au rituel. Oui, je crois que le seul contrainte, évidemment, il faut avoir du respect. Et secondement, il ne faut pas rentrer trop tard le soir. Il y a une heure précise. Dans ce cas-ci, c'était 9 heures. Pourquoi est-ce que je l'ai inclus? Parce que je l'ai entendu, évidemment, le matin. C'était assez tôt, peut-être 7 heures. Je l'ai entendu frapper le gong pour dire ça va commencer bientôt. Alors, si c'était l'Occident, d'abord, ce serait une cloche. Mais bon, si c'était l'Occident, on ferait peut-être quelquefois, on taperait peut-être quelquefois très fort, et c'est tout. Et ensuite, on s'en va et on espère que les gens ont entendu. Mais là, il y a une tradition très différente qui m'a vraiment frappé. Il frappe juste une fois, bien fort, le prêtre. Ensuite, il reste debout à côté pendant longtemps. Je n'ai pas calculé, je n'ai pas regardé ma montre, mais disons pendant 1 minute, ou peut-être même 1 minute et demie. Ensuite, il frappe une seconde fois. Ensuite, il attend. Ensuite, il frappe une 3e fois, mais chaque fois, la période entre les moments qu'il frappe devient un tout petit peu plus court. Donc, il y a une accélération. Et à la fin, il frappe, pac, 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 et il s'arrête. Donc, ça prend du temps pour faire ce rituel, pour avertir les gens. Ça a un côté très pratique, parce que quand on se réveille avec ce bruit, on sait à tout moment exactement où on en est avec le temps qui reste. Parce que si c'est lent, il y a encore du temps qui reste. Si c'est rapide, on se dit, il faut se dépêcher. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'on sait que le prêtre, il n'est pas en train de lire un manga pendant qu'il fait ça. Il reste là tranquillement, peut-être en état de silence, aussi silence de pensée, et par respect pour le rituel. Et on le sent, c'est quelqu'un qui se donne la peine pendant plusieurs minutes de nous avertir. Et ça reste avec nous, ça résonne avec nous et ça reste avec nous après ça. Donc, un bel exemple, une fois de plus, de la qualité d'un rythme peut avoir un effet psychosomatique. Et finalement, une image de la tortue rouge, où tout à la fin du film, où on voit un tas d'oiseaux de mer qui volent ensemble juste au-dessus de la surface de la mer. Ce ne sont pas des mouettes ternes, je crois qu'on dit en français. Et donc j'ai expliqué à l'équipe, c'est qu'il fallait tant, j'ai fait une esquisse, il fallait beaucoup d'oiseaux, il fallait qu'il y ait un certain côté un peu organique. Ils n'ont pas tous le même espace entre eux. Il y en a qui sont un peu plus grands, un peu plus petits, il y en a qui vont un peu plus vite que d'autres, etc. C'est assez évident, c'est assez facile à faire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a animé, je crois, 5, peut-être 6, je ne me rappelle plus, mouettes. On les a vraiment dessinées, animées individuellement. Et ensuite, la personne, Jean-Pierre Boucher, qui faisait le compositing, il prenait ces 5 miettes et il les posait partout sur l'écran jusqu'à qu'il arrive à cet nombre. Pourquoi pas une mouette ou un terne, mais 5 ou 6, parce que si c'était juste le même oiseau chaque fois, on sentirait qu'il y aurait une homogénéité trop stérile. Quand en réalité, ce sont des oiseaux individuels, donc ça donne un peu plus de vie s'il y a des petites variations. C'est un truc classique qu'on fait toujours. Et l'ambiance de ce moment, ce plan, qui commence avec une fondue, qui finit avec une fondue, est aussi de communiquer de la paix. Les oiseaux volent tranquillement, ils ne font pas de bruit, ils sont ensemble. Et l'autre message de ce plan, c'est que le temps passe. Ce n'est pas du tout révolutionnaire, on voit ça dans d'autres films aussi. Les oiseaux ont la capacité d'exprimer que le temps passe. Juste un plan avec des oiseaux, n'importe un cygne, des oies, des hirondelles, comme j'ai fait dans un autre film, etc. Parce qu'il y a quelque chose d'intemporel avec les oiseaux, ils sont toujours là, ils ont toujours leur trajet, etc., depuis des millions d'années.
Et donc, il y avait effectivement un moment dans cette histoire où beaucoup d'années passaient. Si vous avez vu le film, vous vous rappelez que la fin, il y a des années qui passent. Et je voulais communiquer ça, mais tranquillement. Dans le texte, on dit « les années passent » ou « 20 ans ont passé » ou quelque chose comme ça. Dans l'animation, on fait ça. Et j'aurais juste pu faire une coupe ou un fondu au noir ou quelque chose de semblable, mais ça, c'est, je trouve, plus élégant et plus dans le style de l'histoire. Alors, effectivement, c'est pas juste complètement... on n'a pas demandé à l'ordinateur faites quelque chose de chaotique. Non, ils ont choisi soigneusement, un par un, de voler là, donc il y a un certain rythme là, ou une pattern. Donc voilà, ça c'est la fin d'une petite démonstration de rythme. Pourquoi je vous ai montré ça? Quelqu'un pourrait dire, ok, c'est très joli, mais ok, c'est juste des rythmes. C'est pourquoi en parler? Et je dois avouer que dans l'équipe, on ne parle pas tout le temps de rythme, rythme, rythme. On le sent, quelquefois on le fait juste, on vérifie, parfait, et on continue. Mais sur un autre niveau non verbal, on est très conscient que ça a sa propre qualité qu'il faut utiliser dans le narratif. Bon, là, je le montre. Bon, d'abord, si quelqu'un me dit, oui, ok, c'est des rythmes, mais je ne trouve pas tellement important. Non, c'est important parce que tout dans la vie a du rythme. Tout, partout, tout le temps, tout le temps. Pour donner quelques exemples, le corps humain, évidemment, le cœur, la respiration, la façon dont on marche, la façon dont on parle, la façon dont on mange, qu'on pleure, qu'on tousse, les clignotements des yeux. Je dirais même qu'il y a un certain rythme dans certaines pensées qu'on a qui reviennent régulièrement, etc. En fait, à la base, quasiment toutes les activités physiques de nos corps ont leur rythme. Et on ne pourrait pas vivre sans. Ça, c'est un exemple. Dans notre environnement naturel, le rythme du soleil, donc le jour et nuit, de la lune, des saisons, etc. C'est évident. Les animaux ont leur rythme. Un chien qui aboie, un oiseau qui bouge les ailes. Mais visuellement aussi, il y a des rythmes dans les patterns, comme ça, dans les feuilles et dans les branches. Aussi dans l'environnement urbain et industriel, il y a tous les appareils, les modes de transport communiquent sans arrêt leur rythme. Les pendules, les cloches des églises, etc. Donc on vit rythme. Le rythme, c'est nous. Donc je ne dirais jamais, non, si quelqu'un dit, je trouve ça pas tellement important, je dirais, non, peut-être pas consciemment. On ne veut pas sortir du cinéma après avoir vu un film, on ne veut pas sortir du cinéma en disant « Oui, j'ai bien aimé ce film à cause des rythmes. » Non, ça doit rester sur le niveau subconscient, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. En fait, on joue à fond, exactement comme dans la musique, on joue à fond avec le pouvoir du rythme. Mais la vraie raison pourquoi j'ai montré ces petites séquences d'images, c'est pour juste comme démonstration que quand on est créatif dans l'animation, on joue avec la subtilité. Et on joue consciemment ou inconsciemment avec la subtilité. On le fait. Le spectateur le voit consciemment ou inconsciemment. En fait, un spectateur doit voir les choses inconsciemment. Il ou elle ne serait pas capable d'être conscient de tout. Pour donner un autre exemple super évident, quand on parle avec un ami, on utilise nos mots, mais on exprime aussi pas mal de petits messages subconscients avec la qualité de notre voix, avec le rythme de nos mots, mais aussi avec l'espace autour des yeux, avec les mouvements de tête, avec des gestes qu'on fait avec nos mains pendant qu'on parle, etc. Donc, subconsciemment, on influence celui qui écoute. On veut mettre l'accent, on veut dramatiser, on veut rendre plus clair, etc. Donc, dans l'animation, comme dans tous les autres arts, on joue sur un niveau, on explore sur un niveau subtil, beaucoup. Alors, quelqu'un pourrait me dire, ah oui, d'accord, je vois, mais est-ce que c'est vraiment tellement important, le subtil? C'est trop subtil. Je ne suis pas conscient du niveau subtil dans l'art. Et là, comme avec les rythmes, là, je dirais tout de suite, oui, c'est important. Pour donner un exemple, quand on pense aux grandes valeurs humaines,
la valeur humaine dans la vie, les choses qui sont vraiment importantes pour nous dans la vie. Chaque fois, ça me frappe. En fait, c'est une démonstration de grande subtilité. Pour donner quelques exemples, l'empathie. L'empathie, c'est sensible, c'est subtil. La compassion, le respect, c'est tellement subtil qu'on n'arrive pas à le saisir. On sait très bien ce que c'est, mais si tu veux explorer, c'est trop fin. Les conséquences de respect sont moins subtiles, mais le respect même, évidemment l'amour, je ne dirais pas tellement de tomber amoureux, ça peut être assez orageux par moments, mais l'amour, la belle amour silencieuse, très sereine, on se dit oh, c'est fou ce que je l'aime, la personne ou le chien ou la situation ou l'environnement. Je parle de ça c'est subtil. Quel serait un autre exemple? La profonde reconnaissance, surtout la reconnaissance pour la vie, c'est une des plus grandes qualités qu'on peut vivre si on peut, et c'est super subtil, très. La dignité personnelle, chacun notre dignité, c'est subtil. C'est moins subtil quand elle est attaquée, quand elle est mise en question, quand il y a des problèmes. Alors là, on peut devenir très émotionnel et très triste ou en colère, etc. Mais la dignité même, en fait, c'est super fin. Donc, j'utilise le mot subtilité, je veux dire la sensibilité, c'est la même chose. Et donc, juste pour montrer que tout ce qui est subtil fait partie de notre vie, qu'on veut le savoir ou pas, qu'on le voit ou pas, qu'on soit conscient de ça ou pas, ça ne fait aucune différence, ça fait partie profondément de notre vie, de nous tous. Et l'art, en général, nous aide avec ça. L'art explore, elle entre tout de suite dans le niveau subtil, pour différentes raisons. Il y a l'art qui veut aller dans la politique, dans la conscience de la société, etc. Je ne veux pas être trop précis là, mais l'art nous aide à être plus subtil, à être plus sensible. En fait, un des grands rôles de l'art dans la vie, c'est de nous ouvrir. C'est simple que ça. De nous faire dépasser nos limites de façon qui ne fait pas trop peur, de façon confortable. Il nous aide à comprendre les ambiguïtés de la vie, les mystérieuses motivations de la vie, le mystère de la vie. L'art nous aide avec ça. Et dans mon cas, j'ai vu à quel point, quand j'étais adolescent, l'art nous aide à comprendre nos émotions. C'est un énorme territoire, surtout quand on est enfant et adolescent, et naturellement après aussi. J'avais besoin de musique populaire pour mieux sentir les émotions et comprendre qu'est-ce que c'est de sentir ceci ou cela, etc. Juste pour donner un exemple personnel. L'art nous aide à comprendre les choses qu'on ne peut pas expliquer. Donc, à la base, l'art nous rend plus sensibles. Et je dirais même plus, l'art nous aide à augmenter la qualité de notre sagesse personnelle. Et encore, je dirais quelque chose de plus, l'art nous fait mûrir, en général. Pas seulement l'art, il y a d'autres domaines aussi qui font mûrir à fond. Mais l'art est une des grands territoires qu'on aime explorer, qui aide à nous faire mûrir. Ça, c'est une opinion personnelle. Naturellement, je serais super intéressé après, pendant le repas, si vous n'êtes pas d'accord de l'entendre. Alors, maintenant, pour revenir à l'écologie, pourquoi je mentionne ça? Parce que moi, je crois que la conscience écologique, c'est une démonstration de mureté, d'être mûr, ou l'opposé aussi, de ne pas respecter la nature, c'est une démonstration d'immaturité. Et je le dis avec respect, parce qu'on a tous un côté immature, et ce n'est pas évident. Quelquefois, on a un manque de respect pour la nature malgré soi. Mais ultimement, on ne devient plus conscient de la nature, et parce qu'on devient plus mûr, et quand on est plus mûr, on devient plus conscient de la nature. Donc l'écologie. Et quand je dis nature, je dis naturellement tout ce qui vit, mais aussi les paysages, les océans et les ciels.
Oui, en fait, l'art nous aide, l'espèce humaine, d'aller vers une plus grande subtilité. Et là, je déclare autre chose, et là, je comprends très bien si vous n'êtes pas d'accord, mais je crois que c'est le but de la race humaine de devenir graduellement tout le temps plus subtil. Très généralement. Il y en a beaucoup qui ne sont pas subtils, certains politiciens, par exemple, mais très généralement, l'espèce humaine devient plus sensible, plus subtile. Ça c'est ma vision, donc l'art aide avec ça, et c'est avec cette maturité qu'on devient naturellement écologique, qu'on augmente notre conscience écologique. Alors je peux très bien m'imaginer que quelqu'un me dit ok, d'accord, c'est très joli, mais vous faites des films d'animation qui sont des histoires imaginées, c'est l'imagination. Moi, je préfère la réalité, je préfère agir, je préfère faire des choses. Non, je préfère la réalité. L'imagination, c'est très joli, mais je trouve que je ne veux pas passer trop de temps là-dedans. Alors, là, je dois avouer que je trouve surprenant si je l'ai entendu, mais l'imagination, il y a une façon de voir la réalité et l'imagination comme deux pôles, comme une dualité. Et d'une part, il y a la réalité, d'autre part, il y a l'imagination. Moi, je crois que c'est une fausse polarité. Je crois que l'imagination fait partie de la réalité. Pour donner un exemple, quand on a un projet, on a besoin de notre imagination pour avoir plus ou moins un but de ce projet. Non seulement un projet de film, mais tous les projets dans la vie. On ne fait pas un projet complètement dans le vide. On a déjà une certaine direction. Et c'est là que l'imagination est essentielle. Aussi souvent pour résoudre des problèmes, on a besoin de notre imagination. Mais l'imagination fait tellement, et naturellement pour comprendre, pour se mettre à la place des autres, on a besoin de notre imagination. Mais elle est tellement intégrée dans notre vie qu'on ne le réalise même plus. Pour donner un exemple, je ne l'ai plus dans ma poche, mais prenons un billet de banque de 10 € ou de 20 €, n'importe, et vous êtes tous d'accord que c'est juste un petit morceau de papier, oui, ou une matière qui ressemble à du papier. C'est juste une feuille. En fait, une feuille de 10 € n'a absolument aucune valeur. On ne peut pas le manger, on ne peut pas se protéger contre le temps ou le froid, on peut à peine l'utiliser pour emballer quelque chose, mais pas vraiment. On peut à peine écrire dessus, ce n'est pas confortable. Je n'ai jamais essayé, mais je ne crois pas qu'on peut l'utiliser pour se moucher ou pour aller aux toilettes. En fait, elle ne vaut rien, mais on peut entrer dans un magasin et on peut acheter la nourriture avec. Et donc vraiment manger. Parce que dans notre imagination, ce papier a une valeur. Et c'est notre imagination collective. On s'est tous mis d'accord, ça a une certaine valeur. Donc, avec ce petit papier qui ne vaut rien, on peut quand même manger. Donc ça, c'est un exemple où en fait, l'argent, c'est dans notre imagination, mais c'est la réalité en même temps. Parce que les deux sont vrais. Elle n'a aucune valeur et elle a une valeur de 10 €. Et la réalité aussi, comment est-ce qu'on définit la réalité? Parce qu'elle est dépendante de nos sens, et ce n'est pas la même chose pour chaque personne. Elle est dépendante de nos pensées, la réalité, la soi-disant réalité. Elle est dépendante de nos pensées et évidemment de nos émotions. Deux personnes peuvent être assises l'un à côté de l'autre, même deux jumeaux, et une peut voir que l'environnement où ils sont, disons le bâtiment où ils sont, est triste, et l'autre peut dire que c'est un joli bâtiment. Et pour les deux, c'est une réalité. C'est relatif, la réalité, autrement dit. Mais quelque part, je comprends la question. Si quelqu'un dit « moi, je préfère la réalité plutôt que l'imagination », parce que oui, si on veut agir, si on veut créer une association pour nettoyer le parc local ou je ne sais pas quoi, si on veut faire des actions, si on veut discuter, si on veut protester devant la mairie de la ville, les deux sont tout à fait compatibles. On peut faire ce qu'on veut tout en gardant une sorte de réalisation que l'imagination a aussi sa place, et certainement les histoires. Beaucoup d'histoires nous apprennent sur nous-mêmes. C'est un des grands buts de l'histoire, à part du divertissement, surtout la mythologie, des contes de fées, mais finalement toutes les histoires nous aident à se mettre dans la place de quelqu'un d'autre et à mieux comprendre la vie. Donc oui, l'imagination est très très importante.
J'ai mentionné le mot sensibilité. Je dois juste pendant quelques secondes, je dois être très clair qu'il y a aussi un concept qui s'appelle hypersensibilité, et je ne parle pas de ça. Ça, c'est autre chose. C'est une douleur. C'est quelque chose qui, idéalement, il faut guérir ou au moins il faut apprendre à vivre avec. Non, je parle de la sensibilité. Donc la hypersensibilité, on peut le symboliser par les bras qui protègent. C'est une contraction. Tandis que la sensibilité, on peut le symboliser avec les bras qui sont ouverts. C'est la vraie sensibilité naturelle qu'on a tous, nous ouvre, nous rend plus curieux sur la vie. Alors, pour résumer, l'art nous rend plus sensibles, plus ouverts, plus mûrs, donc plus capables à apprécier la nature et aussi à prendre des décisions difficiles. Si quelqu'un me demanderait, bon, d'accord, ok, alors l'animation, ça va changer le monde? Ben non, ça ne marche pas comme ça. En fait, oui. Parce que subtilement, l'animation change le monde et tous les autres arts aussi. Et d'autres domaines aussi, comme par exemple la connaissance de soi, qui est la philosophie, la psychologie, la spiritualité, a une énorme place là-dedans aussi, de devenir plus sensible et plus subtil. Et si quelqu'un me demanderait, ok, mais tu parles de tous les films d'animation, moi, très franchement, il y a des films qui m'impressionnent moins et d'autres plus, mais on a juste besoin de temps en temps de voir un bon film. On n'a pas besoin de voir tous les films et tous les admirer, évidemment, si on peut, je ne sais pas si on peut, mais évidemment, je ne parle pas de ça. Mais on a juste besoin de temps en temps voir un film où on arrive à peine à respirer tellement on est inspiré par la beauté de ce film, ou par la puissance du message, ou par l'étrangeté du film, ou par l'originalité du film. Et pareil pour la musique, on ne peut pas aimer toutes les musiques à tout moment. Il y a certaines musiques qui nous inspirent tellement que ça reste avec nous pour le reste de notre vie. Donc je parle de ça plutôt. Et par exemple, je peux parler, pour revenir à l'animation, il y a 2 courts-métrages que je trouve absolument magnifiques. Et ils n'ont pas le message écologique, mais ils m'inspirent à devenir plus sensible. Et une est faite par quelqu'un qui est ici, Michel Lemieux, qui va parler dans un moment, canadienne, qui a fait un film qui s'appelle Le Tableau, qui est absolument magnifique. L'autre, c'est un film que vous connaissez peut-être déjà. C'est juste un exemple. Peut-être que ce sont des films qui marchent moins pour vous, mais c'est un film qui est fait par David Coquard-Dassault. Il est français. Il a fait en 2015, il est sorti en 2015, de court-métrage de 12 minutes. Et c'est la poésie, c'est d'une beauté incroyable. Donc je parle de ça quand je parle de l'art, de quelques exemples. Alors si quelqu'un me demandait, ok, très chouette, mais qu'est-ce que je peux faire pour être plus sensible? Je comprends très bien cette question, et si la personne me le demandait à moi personnellement, vraiment pour conseil, je dirais juste être conscient que c'est une priorité, une des grandes priorités dans votre vie, d'être sensible, de célébrer la sensibilité, de célébrer la beauté de la sensibilité. C'est tout. Et ça informera la personne comment agir, comment le faire. Il n'y a pas de formule, il n'y a pas de trucs que je veux partager, juste de voir que c'est important pour vous. Et parallèle à ça, ensemble avec ça, juste de réaliser qu'on a déjà tous, sans exception, on a déjà une sensibilité unique, personnelle, qui est déjà là, qui marche à fond, qui est magnifique. Juste de voir la beauté de cette sensibilité et la puissance de ça. Donc de célébrer ça. Je crois que c'est le seul conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui poserait une question là-dessus. Où est-ce qu'on est dans le temps, Philippe? Il est parti. Ah oui, il est là. Ça y est, on a fait 1 heure plus ou moins. Parce que, est-ce que j'ai encore 2 minutes? Oui, 2 minutes. Merci pour votre patience. Dans un sens, j'ai fini de parler. Vous pouvez peut-être sentir que pour moi, c'est un honneur de parler de ça. Et pour moi, c'est un honneur de faire des films où on examine ça.
déjà pendant la production, de parler avec mes collègues, de parler avec Pascal Ferrand, qui était ma co-scénariste, pendant des jours et des jours et des jours, de parler avec Takahata, de parler avec mes collègues qui étaient assis à côté de moi pendant qu'on faisait les films, etc. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, que dans l'animation, de plus en plus, on entend le mot animisme. Et j'aimerais juste mentionner quelque chose, parce qu'il y a des similarités entre la conscience écologique et l'animisme. La différence, je dirais, il y a des... Je veux juste être général là, parce qu'on peut examiner, on pourrait écrire probablement tout un livre là-dessus. La différence, c'est qu'avec l'écologie, on a tendance de voir moi et la nature, ou nous, les humains, et la nature. Voilà, il n'y a aucun problème avec ça, c'est comme ça qu'on le voit. Avec l'animisme, c'est déjà plus nous sommes nature. L'animisme a plus tendance de voir que même s'il y a beaucoup de diversité, à la base il y a une union, tout est un. Avec l'écologie, il y a une connexion. Donc c'est séparé, c'est dualiste. Dans l'animisme, on ne parle même pas de connexion, on voit que tout est un. C'est une compréhension intuitive. On ne peut pas l'expliquer scientifiquement. Et l'animisme aussi voit que tout, mais vraiment tout, vibre avec une énergie. Donc tout est vivant dans un sens. On ne fait pas la séparation entre les animaux, les plantes d'une part, et les cailloux, et les rivières, et les montagnes, que tout est vivant. Donc ça explique pourquoi tout est vu comme un, et qu'on ne sépare pas l'être humain comme quelqu'un ou quelque chose qui est en dehors de ça. J'en parle parce que je trouve, j'ai découvert depuis quelques années qu'en fait une partie de moi a toujours été animiste, mais je n'ai jamais vraiment réalisé jusqu'au moment que quelqu'un me parlait de l'animisme, et là j'ai commencé à réaliser. Et je répète que l'animisme, ça peut être marché sur le plan intellectuel, mais c'est vraiment intuitif comme compréhension. Et donc on peut avoir une attitude très scientifique et de dire évidemment qu'une pierre ne vit pas, c'est évident, personne ne le met en question. Et être complètement à l'aise avec ça, et en même temps d'avoir une autre perspective parallèle qui n'est pas en conflit, où on dit oui, c'est juste une pierre, c'est juste un caillou, mais en même temps tout vibre avec la vie. Donc dans le sens, tout a une vie. Et l'animisme est tellement pur et tellement fin que on doit, pour mieux en parler, parce que là je suis maladroit à en parler, mais pour mieux en parler, on utilise souvent le langage symbolique. Donc on dit qu'il y a un esprit dans l'arbre, ou un esprit dans la rivière, ou un esprit dans tel et tel animal. C'est une façon métaphorique de dire que tout a une vie. Et c'est un terrain magnifique pour l'animation, pour raconter des histoires, avec évidemment des personnes comme Hayao Miyazaki qui l'exploitent dans Mononoke, et Nausicaa, et Totoro, et Chihiro, etc. On symbolise l'esprit animiste avec des grands symboles comme l'esprit, et avec des métamorphoses entre animal et humain, parce que ça aussi, tout fait partie de un. En réalité, bon, je serais le premier à dire, je ne crois pas qu'un animal peut tout à coup devenir un être humain. Évidemment que non. Mais métaphoriquement, oui, je comprends tout à fait. Donc, quand on voit des films où ça se passe, ou quand on écoute des légendes où ça se passe, ou des métamorphoses, ou quand on a des rêves de nuit où ça se passe, ou même, je m'imagine, je ne l'ai pas essayé, mais quand on prend certaines drogues hallucinatoires où ça se passe, on trouve ça naturel. Personne ne dira en voyant un film, en voyant le film Mononoke qu'il y a des drôles de petits esprits, dire oui, mais c'est pas possible. Non, on assume tout de suite, on suspend notre comment on dit, incrédulité, parce que quelque part, on voit qu'il y a une qualité là qui marche aussi, même si on est scientifique naturellement. Voilà, c'est un grand sujet, mais je crois que l'animation est un des meilleurs médiums pour jouer avec cet esprit de connexion profonde, donc l'union avec la nature. Je vous remercie énormément. Merci.